Bonjour à tous et bienvenue dans le studio des experts. Alors nous allons passer l'actualité de la semaine en revue. On va parler de Pascal, d'Hubert, de Rudy, de Céline, entre autres. Pour analyser et commenter tout cela, nous aurons deux invités politiques et quatre experts. Le premier est Mathieu Ladevez, chef info à la DH Bruxelles. Bonjour. Bonjour. Puis Vanessa Lullier, journaliste au Soir Bruxelles. Bonjour. Bonjour. Yves Kengen, journaliste punk à entreleslignes.be, bonjour. Bonjour. Et Hugo Poliard, auteur, chroniqueur, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. On commence avec les taxis, évidemment, parce que cette semaine, beaucoup de gens ont été bloqués dans Bruxelles. Les taxis ont bloqué les clients, mais aussi les concurrents. Une démonstration de force pour faire plier Smet et Vervoort. Et parfois, la situation était un peu tendue. Exemple avec ce reportage de Katharina Le Thor et Marjorie Fellinger. Ouais, on te bloque. L'agressivité, voilà, tu vas voir. Voilà le téléphone. La tension monte ce matin entre les chauffeurs de taxi et les chauffeurs Uber qui s'aventurent dans les rues bruxelloises. Oui, il est agressif. Vous voyez qu'il a jeté le téléphone. Si les barrages filtrants laissent passer les voitures, les chauffeurs Uber, eux, sont immédiatement bloqués et priés d'abandonner leur véhicule. On est face à un Uber de Wallonie. Une limousine avec une licence de Wallonie. Et donc ça veut dire quoi? Il est bloqué ici? Oui, il passera la journée avec nous. Incompréhension, tension et animosité. On n'a pas le droit de casser ma voiture. On va pas casser votre voiture. On vous demande juste d'aller là, c'est tout. Je peux pas. Je vais rentrer chez moi. Je suis déconnecté. Vous déposez la voiture là et vous rentrez chez vous. Mais si les Uber sont chassés aujourd'hui, la vraie cible est ailleurs. En ligne de mire, toujours Pascal Smet et son plan taxi. Des revendications par rapport à Uber, non, parce que lui, on va dire qu'il profite du système. Il profite de la faille qu'il y a ici sur Bruxelles. Et la faille, c'est qui l'a accordée? C'est malheureusement notre ami Pascal Smet. Pascal Smet. Ça fait plus de 3 ans et demi que nous sommes en train de discuter avec lui pour trouver une issue favorable. Et nous sommes prêts à la négociation, tout le temps à la table de négociation. Mais ce monsieur, il ne veut pas nous entendre. Les manifestants dénoncent toujours l'indifférence du ministre bruxellois de la mobilité face à leurs revendications. Mathieu Ladevez, cette affaire de taxi, vraiment, on en a beaucoup parlé cette semaine. Oui, je pense qu'on va encore en parler pendant longtemps parce que ce plan taxi n'est pas encore validé ni approuvé. Il a même été recalé par les partenaires sociaux, donc on va encore en entendre parler. Les taximens sont très très remontés depuis déjà pas mal de temps et à chaque fois qu'ils font une manif, toute la Belgique en parle, on le comprend. Sur ce dossier-là, moi je pense qu'il faut avancer, il faut mettre sur un pied d'égalité les chauffeurs Uber, les chauffeurs de taxi. Donc je pense qu'il y a tout à fait une légitimité dans la volonté du gouvernement bruxellois de créer un plan taxi global. Sur la forme, ou en tout cas sur le rôle des taxis et du Parti socialiste bruxellois, en tout cas régional, je trouve que c'est un peu plus délicat parce que ce n'est pas la faute de Pascal Smet. C'est un plan qui a été validé par le gouvernement. Il y a déjà eu plusieurs étapes qui sont passées au gouvernement, qui ont été validées par les partie de la majorité du gouvernement, et on dit que c'est le plan Pascal Smet, c'est pas du tout le plan Pascal Smet, c'est le plan du gouvernement bruxellois. Lui stigmatise pas mal, en effet, toute la colère et la hargne des taximens, tant mieux pour les autres partis, mais il faut quand même expliquer que Smet n'est pas le seul responsable dans ce dossier-là, c'est certain. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être le plan Vervoort. Vanessa Lullier? Non, ça c'est sûr que ça n'a pas l'air d'être le plan Vervoort. Il a bien torpillé de l'intérieur, de toute façon, le plan de Pascal Smet, qui a été présenté effectivement à plusieurs reprises déjà. On avait une première mouture il y a quasiment 1 an. On en a eu une seconde là en début d'année, qu'il nous avait présenté comme étant « ça y est, cette fois, on y arrive, on a passé la ligne d'arrivée, on est vraiment prêt pour ce plan taxi ». Et puis finalement, on se retrouve qu'il a été complètement anéanti par le PS qui est revenu sur l'accord trouvé. Et finalement, avec un Pascal Smet totalement isolé, ou alors soutenu à la limite par le MR, ce qui est un petit peu contradictoire quand même. Yves Kenyen. Oui, ce que je constate, c'est que depuis que cette guéguerre entre les taxis et Uber se déroule, les chauffeurs de taxi sont plus aimables qu'avant. Donc ça, c'est quand même quelque chose de positif. Après, effectivement, c'est pas du tout normal qu'il y ait une concurrence par des personnes qui n'ont pas les mêmes devoirs et les mêmes frais, les mêmes obligations que les chauffeurs de taxi. Donc là, il faut nécessairement légiférer là-dessus. Hugo Poliard.
Oui, d'abord, ce n'est pas un problème uniquement bruxellois. Hein. Partout où Uber est arrivé, il y a eu des discussions dans toutes les villes du monde. Il y a d'ailleurs des accords qui ont été trouvés dans certaines villes, comme à Mexico City, où ils ont fini par trouver une formule qui contentait plus ou moins tout le monde. Maintenant, moi, ce qui m'embête quand même, c'est vrai que Uber a généré ça en arrivant sur le marché, mais au final, ce n'est pas tellement un combat entre les taxis et Uber, c'est plus un combat entre un modèle législatif, réglementaire, qui date de 1970-80 et qui correspond à cet environnement technologique-là, et un marché qui doit s'ouvrir à d'autres formes de transport de personnes en fonction de ce qui existe aujourd'hui. En tout cas, il y a quelque chose d'important, c'est qu'il faut se mettre d'accord sur la prononciation d'Uber. Parce que si on doit dire Uber, comme dit Hugo Poliard, ou encore Uber, comme disait notre journaliste, il va falloir choisir un de ces jours. On va demander l'avis de nos invités politiques, par exemple. Il y en a déjà une qui est arrivée en tête par rapport à l'autre. Attention, la course commence entre Isabelle Emery, députée bruxelloise PS, conseillère communale à Anderlecht, et Clémentine Barzin, échevine de la participation et des contrats de quartier à la ville de Bruxelles et maire. Bienvenue à toutes les deux. Et on va commencer tout de suite par vous, Isabelle Emery. Est-ce que cette manif taxi, c'était une manif du PS ? Je ne le pense pas, c'était la manif des taximens. Vous aviez l'air tellement en accord, les députés socialistes et les taximens, qu'on pouvait le croire. Je crois qu'effectivement, en tant qu'élu socialiste, on peut dire que la manière dont le secteur subérise, comme on dit, est un modèle que l'on rejette complètement. Donc voilà, c'est clair que sur ce front-là, on est en accord avec le secteur des taxis. Mais pourquoi, comme disaient les différents chroniqueurs, pourquoi finalement le PS a changé d'avis ? Parce qu'on a l'impression quand même que ce plan était validé au départ par le gouvernement. Alors, le plan a fait l'objet d'une concertation, mais semble-t-il qu'il n'a pas été idéal. Et donc, je crois que la copie doit être revue, surtout avec l'avis du Conseil économique et social, qui est plutôt cinglant en la matière. Alors, Clémentine Barzin, le MR est un peu au balcon et se frotte les mains en voyant cette bagarre au sein du gouvernement. Je ne dirais pas que le MR est au balcon, je dirais plutôt, pour utiliser un petit jeu de mots, que le MR est plutôt moteur dans ce dossier, puisque le MR a reproposé une ordonnance qui est telle que l'initiale, parce qu'effectivement, il faut un cadre légal équilibré pour le transport rémunéré de personnes. Et c'est vrai que le plan aujourd'hui de Pascal Smet est assez équilibré et qu'il permet d'une part d'avoir un régime de licence pour tout le monde et donc également aussi de permettre l'accès à l'activité de toute une série de professionnels. Donc par ailleurs, on est quand même aujourd'hui en 2018. L'ordonnance de départ de la région, l'ancienne ordonnance, elle date de 1995, avant Internet. Et il faut aujourd'hui tenir compte d'un nouveau contexte et s'adapter à l'économie collaborative et aux besoins des clients qui, eux, je trouve dans toute une série d'opérateurs des réponses et qui peut-être vont aussi délaisser leur voiture particulière si l'offre est intéressante, notamment dans ce type de transport. Isabelle Emery, est-ce que c'est un combat entre les anciens et les modernes ? Parce qu'on a l'impression qu'il y a d'un côté les taximens conservateurs et de l'autre Uber, les hyper modernes et technologiques. Alors évidemment, une nouvelle technologie peut être un progrès, mais sans balise, évidemment, il a des effets pervers. Et ici, c'est le cas. Cette manière d'ubériser le secteur, c'est moins de recettes pour les prestataires, et donc un turnover important dans la profession, et donc, je pense, in fine, un service qui n'est plus rendu correctement. Donc oui, un progrès, c'est très très sexy de pouvoir charger l'application sur son téléphone et de pouvoir à tout moment être en contact avec le service. Encore faut-il que le travailleur y trouve son compte, qu'il y ait dans la relation qu'il a avec son employeur, ici en l'occurrence la plateforme, un équilibre et que ses droits soient respectés, ce qui n'est pas du tout le cas dans la manière d'appréhender les choses, puisque le taximan qui utilise ou qui adhère à la plateforme, il doit acheter son véhicule, l'entretenir,
pas de contrat de travail, pas de salaire, et donc, in fine, il n'y a aucun droit social qui est respecté. Donc on ne s'oppose évidemment pas au progrès, à un service qui soit rendu de manière optimale aux consommateurs. Encore faut-il que pour le professionnel, il y ait que les droits soient respectés. Mais pour vous, les taximens doivent tous être salariés ou est-ce qu'ils peuvent être indépendants? Ils peuvent être indépendants, mais un indépendant qui soit un vrai indépendant et pas dans une relation de dépendance fictive avec une plateforme qui lui donne aucun droit. Mathieu Ladevez. Non, je pense qu'en effet, il faut une vraie équité fiscale et sociale, que ce soit Uber ou pas Uber. Moi, je comprends les taximens. Quand on leur interdit d'aller chercher des clients à Zaventem et quand ils voient débarquer des gars de Wallonie, je comprends qu'ils soient furieux contre ça. C'est pas la faute de Pascal Smet. Hein. Non, on est d'accord, on met Pascal Smet de côté. Donc je comprends qu'ils soient furieux contre cette situation. Est-ce que le plan du gouvernement bruxellois ou de Pascal Smet va régler la chose? Je n'en sais rien pour l'instant. Sur le rôle du PS, je pense que Rudy Vervoort est mal pris. Je me trompe peut-être, mais il y a quand même quelques députés bruxellois socialistes qui sont proches du secteur des taxis, mais même très très proches. Qui sont des gros. De qui vous parlez, par exemple? On a vu Jamal Kazman sur le rond-point Schumann, qui était quasiment le porte-parole officieux des taximens bruxellois. Est-ce que c'est normal? Pour moi, c'est pas normal du tout. C'est des gens qui sont des gros pourvoyeurs de voix. On est quand même à quelques mois des élections. Quelque part, il ne peut pas trop se les mettre sur le dos. D'un autre côté, il a un devoir de loyauté vis-à-vis du gouvernement, puisqu'il a validé lui-même, en tant que ministre-président, les projets du gouvernement. Donc, il est mal pris, Rudy Vervoort. Donc, il se prend des pots de banane, il doit quand même les éviter. Donc c'est pas très net à ce niveau-là dans le chef du Parti socialiste bruxellois. Yves Kengen, et puis vous répondrez. Oui, Clémentine a parlé d'économie collaborative. Alors effectivement, c'est magnifique la collaboration, on se dit c'est miraculeux, c'est génial, mais dans les exemples qu'on nous montre, et Uber en est un, je ne vois pas très bien où est l'aspect sympathique de la collaboration. Donc là, je voudrais qu'on m'explique. On reviendra sur l'aspect collaboratif des statuts tout à l'heure dans l'émission. Isabelle Imbry, vous vouliez répondre sur un petit élément, le positionnement du PS parce qu'hier, nous avons eu donc une séance de questions d'actualité sur la question. Et ce qu'il s'est dit quand même, il y a un élément qui a retenu mon attention, c'est qu'il y a des taximens donc sous la plateforme Uber qui se font agréer aussi à l'extérieur de notre région. Et donc il faudra, à mon avis, de cette situation-là, il faut en tenir compte aussi dans l'affluence de ce type de taximens sur Bruxelles et qui ne sont alors pas contrôlés par notre région. Donc ça, c'est un élément à porter à la discussion et peut-être... Quand on remettra donc le plan taxi sur le métier avec de nouvelles concertations, il faudra sans doute en tenir compte pour coller aux réalités économiques du secteur. Sur la critique de l'électoralisme. Écoutez, un élu, c'est aussi quelqu'un de terrain. Donc c'est quelqu'un qui doit être proche des gens. Et moi, je n'ai pas de souci à me promener et aller au-devant des personnes pour écouter leurs revendications. Donc ça, je pense que ce n'est pas un procès correct, si je peux me permettre. Clémentine Barzin, là-dessus? Mais c'est vrai qu'il y a quand même une opposition entre l'attitude d'aujourd'hui, qui est maintenant relayée par le ministre-président, qui effectivement... change d'avis alors que l'ordonnance, on l'attend depuis des années, que de premiers examens ont eu lieu, qu'il y a eu déjà des validations. Et donc c'est vrai qu'on peut s'interroger un peu sur ces dynamiques, mais je répète, le MR, lui, a proposé un texte pour pouvoir avancer, parce qu'effectivement, il faut trouver une solution à cette situation, une solution équilibrée. Apparemment, vous serez le seul à supporter ce texte au Parlement. Quand on pose la question aux différents groupes, personne n'a l'air. Pourtant, on espère quand même que ceux qui se sont positionnés positivement avant, puisque c'est un texte qui est calqué sur l'initiale, vont également nous suivre. Donc on espère aussi un soutien de certains partenaires. Isabelle Imbry, vous ne voterez pas, vous, ce texte? En l'état, non. Bon. Ceci dit, je voudrais revenir sur la notion d'économie collaborative. Ça a déjà été précisé par Yves Kengen, mais est-ce qu'on est véritablement ici devant de l'économie collaborative? Je ne le pense pas, puisqu'on a un tiers. Donc ce n'est pas le taximan vis-à-vis du client. Il y a une troisième personne qui est donc... qui est la plateforme. Qui est la plateforme. Et donc d'ailleurs, si on peut peut-être élever le débat au niveau de Bruxelles, il y a des décisions de justice dans le cadre de Deliveroo qui ont été... C'est ça, je ne voudrais pas qu'on fasse déjà notre deuxième chapitre. Et donc il remet en question cette idée d'économie collaborative, on en parlera tout à l'heure. Je voudrais qu'on parle maintenant de l'élargissement du ring, tant qu'on est à parler de mobilité.
dans Bruxelles, autour de Bruxelles, et puis les taximens ont bloqué le ring, par exemple. C'est un rêve flamand qui se fracasse un peu contre une certaine réalité bruxelloise, et plus particulièrement une réalité gettoise. Dimanche dernier, exemple avec ce reportage de Diane Warland et Charles Carpro. Ce dimanche matin, on pourrait croire que Gandalf du Seigneur des Anneaux, ou plutôt de Lords of the Ring, s'est égaré dans le bois du Larbeek. C'est en fait le bourgmestre paré pour une opération communication. La commune est contre l'élargissement du ring en cet endroit et elle a trouvé récemment de quoi mettre des bâtons dans les roues du gouvernement flamand. Avec le plan cadastral du ministère des Finances, on a découvert qu'une partie du ring se trouve sur le territoire de la commune et donc sur le territoire de la région. Voilà. C'est très important parce qu'on se trouve dans le même cas de figure que le stade national. Ça veut dire un endroit où on pourra peser juridiquement de tout notre poids, à défaut de pouvoir peser autrement. Le ring pourrait passer ici à 14 bandes de circulation sur un tronçon de 18 km. Un projet pharaonique d'1 milliard d'euros pour 10 ans de travaux. Un plan censé améliorer le transport de marchandises entre Anvers et Zaventem. Contre l'ambition flamande, les citoyens se mobilisent eux aussi. Plus de 600 d'entre eux sont présents dans le bois du Larbeek ce dimanche pour manifester. Je crois que vraiment, ce n'est pas utile d'élargir le ring et puis de rétrécir après. Ça va vraiment, ce sera encore pire qu'avant. Mais paraît-il que ça va donner du travail aux Flamands. Puis c'est l'élargissement pour les Flamands. Agrandir le ring, c'est un peu aller contre l'évolution d'essayer d'avoir moins de voitures. C'est déjà la 6e mobilisation des riverains et des autorités communales. Des autorités qui déplorent le manque de position claire de la région bruxelloise pour l'instant. La commune, elle, n'est pas prête de changer de cap. Nous sommes en pollution maximale du côté du ring. Demain, si vous doublez les bandes, eh bien, ce sera du rouge encore plus fort. Mais ça, c'est quoi? Ce sont des particules fines qui tuent tous les jours, qui favorisent les cancers, les maladies respiratoires et cardiovasculaires. Sans compter le désastre aussi au niveau de l'environnement. Même si le bois du Larbeek est épargné, ce serait une pression énorme pour la faune et la flore. Le bras de fer n'en est encore qu'à ses débuts, alors que le gouvernement flamand souhaite faire débuter les travaux dès 2019. La commune de Jette, elle, est déjà prête pour un autre combat. Elle demande l'enfouissement du ring sur une longueur de 300 mètres le long du bois du Larbeek. En tout cas, c'était déjà carnaval à Jette, Yves Kenguet. Mais ce projet d'élargir le ring, pour moi, c'est un terrible constat d'échec, en fait, parce que plus vous mettrez de la place pour des voitures, plus il y aura des voitures qui vont se mettre dedans. Donc c'est vraiment un truc sans issue. Le gros problème du ring, c'est principalement les poids lourds, contrairement à ce qui se passe à l'intérieur de la ville. Il y a une solution qui coûterait probablement moins cher que le milliard dont on parle ici, ce serait le ferroutage obligatoire des camions en transit. C'est tout à fait faisable au départ de Wavre, d'Alost, de Malines et de Louvain, par exemple. Donc toutes les entrées principales des autoroutes qui sont de toute façon bouchées jusqu'à plus de 10 h du matin, voire 11 h. Mettre tous ces camions sur des plateformes roulantes sur le rail, eh bien ça permettrait de désengorger le ring de Bruxelles, le ring d'Anvers, de gagner des milliers d'heures de travail et de temps précieux pour chacun. Et ça donnerait également pas mal d'emplois dans ce secteur-là. Sinon, Clémentine Barzin, pour revenir sur l'élargissement du ring, la ville de Bruxelles, votre collègue, Elsa, peut être plutôt pour cet élargissement. Elle trouve que c'est plutôt bon pour la ville de Bruxelles, ça. En fait, il faut, je pense, essayer d'évaluer un petit peu l'impact de ce genre d'aménagement. Alors, est-ce qu'il sera positif ? Bon, parce qu'effectivement, il y a des rues avoisinantes qui parfois assument beaucoup de trafic, notamment à la sortie 8 et Zelle. Ou est-ce qu'il sera négatif parce qu'effectivement, plus de bandes, c'est plus de circulation, plus d'apport d'automobiles également en région bruxelloise. Donc ça, c'est vraiment un préalable. Et puis, il y a également un impact, et on l'a vu dans le reportage, un impact aussi en termes de qualité de vie et de qualité de l'air. Et les citoyens sont de plus en plus exigeants, et je partage cette exigence en termes de qualité de vie, d'un environnement agréable. Moi, en tant qu'échevine de la participation, on a lancé récemment des budgets participatifs pour faire un appel à idées. Plus de 50% concernent l'environnement. Hein. Donc, il faut vraiment tenir compte aussi de cela. Et la région est dans une optique aussi où on essaye de trouver des alternatives
à la voiture particulière, dans un respect équilibré, parce que moi je ne fais pas la chasse aux voitures non plus, mais vraiment trouver un meilleur équilibre pour décongestionner Bruxelles. En clair, vous êtes contre cet élargissement du ring? Moi je demande d'abord une étude. Un impact réel, avec une évaluation, parce que Bruxelles aussi, avec le Stade Roi-Baudouin, avec le Heysel, avec bientôt Néo, est un centre d'attractivité. Et donc, il faut vraiment évaluer les choses. Alors, et vous, Isabelle Emery, pour ou contre cet élargissement? C'est typiquement une décision qui n'appartient pas à la seule région flamande. On est dans un périmètre, on va dire, métropolitain. Et il me semble incroyable que la région puisse prendre cette décision sans nous consulter. Sachant aussi que notre priorité, c'est certainement pas d'augmenter la pression automobile. Priorité numéro 1 en la matière du gouvernement, c'est d'améliorer le bien-être des Bruxellois. Ça passe par une qualité de l'air, ça passe par une qualité sonore. On en reparlera, je pense, dans l'émission. Aussi, il faut décongestionner la ville parce que plus de voitures entrantes, c'est aussi une congestion de la ville, un espace public qui est trop dédié à la voiture. Donc, compte tenu de cela, il faut exiger cette concertation et la région flamande doit absolument... Mais c'est une concertation pour être favorable à l'élargissement ou une concertation juste pour dire non ou proposer peut-être le ferroutage, comme disait Yves Calliet? Le ferroutage, oui, mais ça, là, justement, en fait, la mobilité, c'est une compétence qui dépasse notre région, parce que quand on parle de ferroutage, c'est aussi le fédéral qui est concerné. Et aussi, il faut dire que Bruxelles, le trafic à Bruxelles, c'est aussi un trafic de navetteurs. Et donc, les navetteurs, il faut aussi pouvoir travailler sur ce dossier-là, parler de parking de transit à l'extérieur du périmètre de la région. Et le réaliser. Et les réaliser. Le RER a repris, on est bien content parce que c'était un petit peu dans les limbes pour l'instant. Mais donc, toutes ces compétences-là doivent être mises en route pour décongestionner. Pour être très concret, ça veut dire qu'on dit non à l'élargissement aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas d'études, tant qu'il n'y a pas de négociation. C'est ça, concrètement. Il ne faut quand même pas sous-estimer non plus. Voilà, il faut se poser aussi la question de l'utilité, pratiquement, ne pas sous-estimer les travaux. Et peut-être qu'effectivement, il y a des solutions aussi pour faciliter le trafic sur le ring, avec des vitesses modulables, avec des panneaux en temps sans réel. élargir, vous voulez dire. Mathieu Ladevez. Non, je voulais juste revenir. Elsamp et pour l'instant, on dit que le projet est favorable à la mobilité, donc c'est-à-dire à l'impact sur le trafic automobile, sur les voiries entrantes dans la ville de Bruxelles, sur le territoire de la ville de Bruxelles, chaussée romaine du Vilvoorde. Elle ne se base pas sur rien du tout. Les Flamands ont déjà fait des études d'impact. Il va falloir en faire plus. Une fois que les demandes de permis, il y aura des études d'incidence qui seront plus poussées. Donc elle dit, moi, pour ma ville de Bruxelles, c'est intéressant quand je regarde ce que les Flamands ont déjà analysé. Ce que je trouve dommage, c'est que bon, il n'y a pas de solidarité entre les communes. Gensoren, Jette font leur truc de leur côté. La ville de Bruxelles défend Vous découvrez qu'il y a des communes à Bruxelles, vous? Non, elle défend son propre intérêt. Ouais. Donc voilà, est-ce que c'est au gouvernement de réagir aussi? On est d'accord. Mais je trouve ça dommage que les communes ne se travaillent pas ensemble. À la manif dimanche, on a vu Michel Carté de Gensoren, on a vu donc évidemment la commune de Jette, on a vu le bourgmestre de Boisfort qui n'est pas touché mais qui vient, on a vu les écolos en solidarité, on n'a pas vu la ville de Bruxelles, donc c'est un peu dommage. Vanessa Lhuillier. Mais on sent surtout qu'il y a une différence d'opinion selon la communauté. On est sur VLD, Pascal Smet aussi pendant très longtemps ne s'est pas vraiment prononcé par rapport à cet élargissement du ring. Et puis on voit de l'autre côté les francophones qui, eux, que ce soit Rudy Vervoort ou Céline Frémaux, évidemment, enfin en partie, en tout cas, il n'y a pas que ça, mais évidemment que c'est en partie communautaire. Et là, pour la première fois, on a eu ce débat, enfin un nouveau débat en commission lundi, où pour la première fois, enfin Rudy Vervoort a vraiment dit non, tout le gouvernement bruxellois, la position actuellement, c'est la même position qu'en 2013, et c'est de dire non à l'élargissement du ring, quelles que soient finalement les conditions de la Flandre, et en disant aussi que la Flandre, de toute façon, ne pourrait rien faire avant une concertation et avant 2020. Hugo Polia, pour conclure là-dessus. Oui, moi je peux comprendre les riverains les plus proches, mais en même temps c'est pas nouveau qu'il y a un ring pas loin de chez eux, donc ça c'est plutôt la partie locale Jette. Maintenant concernant l'effet d'appel d'air de voitures, je crois pas que demain il y aura plus de voitures qui vont aller parce que le ring est plus grand pour aller aux piétonniers par exemple. Eh bien, on passe à notre sujet suivant là-dessus, sur cet atterrissage dans la douleur des allocations familiales bruxelloises. Les explications, parce que c'est quand même un peu compliqué, donc on va essayer de prendre un peu le temps de bien comprendre de quoi il s'agit. Martin Collier, Michel Gaillard et Thierry Duboquet.
Au départ, le principe de base est simple, une même somme pour chaque enfant, peu importe son rang dans la famille. Pour les enfants nés au 1er janvier 2020, les familles toucheront 150 € pour des enfants de 0 à 12 ans, 160 € s'ils ont entre 12 et 18 ans et 170 € s'ils ont entre 18 et 24 ans, à condition qu'ils étudient. Un principe de base, mais qui comporte des exceptions. Pour les familles bénéficiant déjà d'allocations familiales, une évaluation sera faite. Celles qui bénéficient d'aides plus avantageuses grâce à l'ancien système garderont leurs acquis. Le nouveau système entrera en vigueur au 1er janvier 2020 pour les nouveau-nés. Pour les familles actuelles, aucune famille ne perdra un seul euro et même en arrivant dans ce système de transition jusqu'en 2017, 77% d'entre elles gagneront plus. Et pour les familles plus précarisées, la région prévoit des mécanismes correctifs. On a vraiment tenu compte de la sociologie bruxelloise, les familles monoparentales. On sait bien que Bruxelles, c'est, je dirais, une situation à part. Et donc c'est pour ça que dès le début, nous avons plaidé pour un système spécifiquement bruxellois, dans l'intérêt des Bruxellois. Pour les familles aux revenus annuels inférieurs à 31 000 €, une aide supplémentaire de 40 à 120 € est prévue selon l'âge et le nombre d'enfants. Celles qui ont un revenu entre 31 et 45 000 € bénéficieront d'un coup de pouce de 25 € supplémentaires pour le deuxième enfant et 72 € pour le troisième. La réforme vise aussi à aider les familles monoparentales. Un bonus de 10 à 20 € est prévu en fonction du nombre d'enfants. Enfin, pour les nouveaux parents, une prime de 1 100 € est prévue à la première naissance ou adoption, 500 € pour le second enfant. Alors, je voulais demander à Vanessa Lhuillier son avis là-dessus, sur ce dossier, cette saga des allocations familiales. J'ai envie de dire que le gouvernement a enfin accouché de sa réforme. On est vraiment ici, enfin, il faut prendre une calculatrice, avoir un super décodeur j'espère qu'ils vont réussir à faire un logiciel assez performant pour que chacun arrive à s'y retrouver, parce que là, ça devient quand même un petit peu complexe. On partage justement de ce principe un enfant égale un enfant. On voit qu'il y a quand même encore des différences. Et puis, surtout, finalement, c'est quand même si évidemment personne ne va perdre vraiment de l'argent, mais il y a des calculs à faire pour les familles de plus de 3 enfants. Est-ce que la différence d'âge peut jouer? Parce que quand vous en avez plus que 2 après à charge, du coup vous diminuez encore vos allocations. Enfin, ça devient vraiment très 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 complexe. Et puis surtout politiquement, on voit qu'on a trouvé finalement ces 30 millions d'euros qu'on cherchait désespérément pour satisfaire le CDH et satisfaire également le Parti socialiste par rapport à ça. Hugo Polliard? Oui, non, moi j'ai pas d'enfant, mais quand je vois la complexité des nouvelles grilles horaires du pacte d'excellence ou bien du nouveau système d'allocation familiale à Bruxelles, finalement ça me pose pas trop de problèmes. Je vois que ça reste quand même très actuel de penser faire des enfants uniquement en fonction de l'argent que ça rapporte. C'est assez triste, mais soit. Mathieu Ladevez, vous voulez ajouter quelque chose? Les parents vont pas faire les calculs. Je pense que le calcul sera fait, ça tombera directement sur le compte. Donc ça c'est pour moi un faux problème. Je trouve que la région Bruxelles a été assez généreuse et c'est bien d'avoir trouvé 30 millions pour favoriser justement les familles monoparentales ou les personnes les plus précarisées à Bruxelles, parce que c'est quand même un vrai problème à Bruxelles, ces familles-là. Vous avez raison, c'est plutôt généreux, voilà. Mais c'est aussi plutôt nataliste comme politique, parce qu'on favorise les familles nombreuses par rapport à la Wallonie et à la Flandre. Isabelle Emery, c'est vraiment une volonté de dire qu'à Bruxelles, quand on a beaucoup d'enfants, c'est plutôt positif. Alors je sais que c'est un des éléments qui était mis en avant par la Ligue des familles, mais donc lorsqu'on regarde bien en profondeur le modèle, on voit que ce n'est pas du tout nataliste. Il est clair que si on est une famille, on a une famille de modeste où il y a 3 enfants, l'allocation de base sera la même pour chaque enfant, bien sûr, mais on va dire les suppléments sociaux seront évidemment sur la tête de chaque enfant également. Donc, allocation de base, la même pour les 3. Donc, on n'est plus dans le régime qui prévalait, où l'allocation de base augmentait avec le nombre d'enfants. Donc, pour moi, ce n'est pas nataliste. Un enfant égale un enfant. Par contre, les suppléments sociaux, ils sont versés pour chaque enfant. Donc, satisfaite de cet accord, finalement? Bon accord pour vous? Bien sûr que je suis satisfaite, parce que, peut-être ajouter un mot, je pense que 3/4, donc si on fait le calcul, 3/4 des familles donc en bénéficieront donc
auront un montant plus élevé et personne n'y perdra. Et surtout, ce qu'on a essayé de mettre en œuvre comme modèle, c'est un modèle qui luttait contre la précarité. Parce qu'à Bruxelles, on sait très bien que cette précarité, c'est une réalité. Clémentine Barzin, qu'est-ce qu'on dit du côté du MR là-dessus? Alors moi, je voulais rebondir effectivement sur ce que vient de dire Isabelle Emery. Donc ce qui est très positif, c'est qu'on tient compte des familles monoparentales. Et c'est vrai qu'en 20 ans, les familles monoparentales ont augmenté de plus de 50%. Donc ça, c'est une réalité, on en tient compte, c'est positif. Après, d'une part, il y a la question du plan financier à long terme, parce que 30 millions, puis on voit qu'il y a voilà, ça régresse, mais voilà, à long terme, qu'en est-il des finances de la région? Et ensuite, comme le disait Madame Emery, on parle de lutte contre la pauvreté. Les allocations familiales, c'est d'abord une aide à la parentalité, plutôt qu'un outil pour pallier les manquements en termes de lutte contre la pauvreté. Donc ici, je ne sais pas si c'est l'objet principal des allocations familiales. Un dernier mot, Mathieu Ladevez, là-dessus? Oui, moi, ça ne me dérange pas du tout que ce soit une aide à la parentalité plutôt qu'une aide à la natalité. La natalité, c'était juste après la guerre, quand on avait besoin de repeupler. Maintenant, on n'a plus besoin de repeupler. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Ça prend en compte la réalité sociale de la capitale, de Bruxelles, d'une part. D'autre part, preuve que ce n'est pas du tout un plan nataliste, contrairement à ce que dit la Ligue des familles. C'est que les seuls qui vont perdre, parce qu'il y en a qui vont perdre, si on compare l'ancien avec le nouveau avec l'ancien système, sont justement les familles qui font 3 enfants et plus après le 1er janvier 2020. Eux auront beaucoup moins que s'ils étaient restés dans le système. Que personne n'allait perdre. Si. Il y a une compensation financière qui devra se faire. Les enfants nés avant les enfants, les familles nombreuses, dont tous les enfants sont nés après le 1er janvier 2020. Si on compare ceux qui touchent maintenant, ils toucheraient maintenant aussi, ce qu'ils toucheront après, gagneront beaucoup moins. Mais comme ils n'ont jamais rien touché, on ne peut pas dire qu'ils toucheront moins. C'est ce qu'on appelle le standstill. Oui, exactement. Les enfants qui sont donc c'est bien moins intéressant maintenant de faire de faire beaucoup d'enfants après 2020 que d'en faire maintenant. Donc faites-les vite, Hugo Poliard, faites-les vite ces enfants, sinon après 2020, ce sera trop tard. On passe maintenant à notre rubrique tête d'affiche pour toutes les deux. On présente 4 visages de personnalités qui ont fait l'actualité de la semaine. À vous de choisir celui qui vous inspire, celui ou celle qui vous inspire, en bien ou en mal. Et on commence par vous, Isabelle Emery. Je vous propose tout d'abord Steven Van de Putte, le ministre de la Défense, qui n'est pas informé par ses généraux. Mireille Knoll, rescapée des camps, assassinée chez elle à Paris. Rudy Demotte, qui veut supprimer les cours de religion et de morale dans l'officiel. Ou le réalisateur Guillermo del Toro, invité d'honneur du BIF, le festival du film fantastique. Alors, qui choisissez-vous? Steven Van de Putte, Mireille Knoll, Rudy Demotte ou Guillermo del Toro? Eh bien, je crois que je vais choisir Madame Knoll. Oui. D'abord parce que je pense que c'est nécessaire dans une émission comme ceci, peut-être de rappeler que la mémoire, si elle n'est pas entretenue, peut mener à des choses aussi incroyables que celle-là. Et puis l'envie aussi de rendre elle avait été un hommage à cette... rescapée des camps, de la rafle du Veldiv, et qu'elle était assassinée chez elle, apparemment dans le cadre d'un acte antisémite. Oui, d'un crime antisémite. Et donc, c'est un destin incroyable et donc une histoire qui se répète, ça veut dire que c'est une histoire dont on n'a pas tiré les leçons. Donc je pense que peut-être ici ce qu'on peut dire c'est que la mémoire on ne la cultive et on ne la travaille jamais assez. Et c'est vrai que plein de personnes qui ont vécu les choses dans leur chair disparaissent. Et donc, il faut que cette mémoire soit cultivée par d'autres. C'est le travail qui doit être fait dans les écoles, dans les associations de quartier, pour retenir les leçons de cette histoire. Oui. Il y a un très beau mémorial à Anderlecht, justement, qui parfois n'est pas toujours bien entretenu, je dirais. Hein. Il y a des critiques qui ont été mises, mais dès que la sonnette d'alarme est tirée, les autorités communales se précipitent pour y remettre de la fraîcheur. Merci. Clémentine Barzin, quel est votre choix à présent? Je propose tout d'abord Armand de Decker, blanchi plus ou moins par le rapport de la commission Kazakh-Gate, Stromae, remonté sur scène à l'occasion d'un concert d'Orelsan, la comédienne fétiche de Chabrol, Stéphane Audran, décédé cette semaine, ou le gendarme Arnaud Beltrame, qui s'est héroïquement substitué à une otage
en France et en a perdu la vie. Qui choisissez-vous? Armand de Decker, Stromae, Stéphane Audran ou Arnaud Beltrame? Ce sera Arnaud Beltrame. C'est un peu dans le même registre, hein. Le climat de terrorisme ou d'actes, d'attaques graves qui ont cours. Maintenant, je pensais effectivement à l'instant à l'attaque au musée juif qui a bientôt 4 ans, hein. C'était en mai 2014. Et donc voilà, on est toujours dans ce climat aujourd'hui avec une expression différente de ces actes qui ne sont pas forcément téléguidés depuis la Syrie, mais qui apparaissent comme cela. Et on peut saluer vraiment l'héroïsme d'un gendarme qui se dresse contre la barbarie et qui prend ses responsabilités. On est peut-être dans une conscientisation maintenant différente aussi. Le contexte a changé. Alors, quelques questions de notre partenaire Transparencia. Tout d'abord pour vous, donc Isabelle Emery. On va parler du rapport de transparence 2017 des communes qui devait être achevé pour la fin mars 2018. C'est la fin mars, c'est le 31 mars, donc c'est-à-dire c'est aujourd'hui, ce samedi. C'est l'échéance légale que vous avez vous-même votée au Parlement bruxellois. Il s'agit donc de publier les rémunérations dérivées, les mandats, les marchés publics, etc. Alors, qu'en est-il? Quand allez-vous le communiquer? Parce que apparemment, ce n'est pas encore fait pour 2017. Alors, si je suis bien informée, mais je devrais l'être puisque je suis quand même conseillère communale, sur le site de la commune, vous trouverez donc les montants pour les mandats de bourgmestre, échevin et conseillers communaux. Et donc le collège a l'intention de publier donc très prochainement tout ce qui fait partie des mandats dérivés. Donc vous serez légèrement en retard, c'est ça? Par rapport à la date du 31 mars ou du 1er avril. On n'y est pas encore. Hein. Bon, presque. mais en tout cas, c'est optimiste de votre part, mais en tout cas, vous avez dit bientôt. Et j'espère que je ne dirai pas un poisson d'avril, mais donc en tout cas, on a cette annonce-là et la volonté de le faire, rien à cacher. Très bien. Clémentine Barzin, depuis octobre 2016, Transparencia demande à la ville d'obtenir la ventilation des subsides par SBL bénéficiaires et par entrepreneurs pour les chantiers, pour les contrats de quartier. Alors, c'est tout récent que vous êtes échevine de la matière, mais est-ce que vous êtes d'accord de les publier rapidement, d'ici le 15 avril par exemple, pour qu'il y ait transparence totale sur les contrats de quartier? Moi, je suis évidemment en faveur d'une meilleure gouvernance et je ne vais pas rappeler tout ce que la ville a fait depuis quelques mois avec une grande publicité de tout et aussi une diminution de nombreux mandats. En ce qui concerne les contrats de quartier, on vient ici d'élaborer le programme pour le contrat de quartier des Marolles, avec de belles rénovations, notamment à la place du Jeu de Balle et mais sur la transparence. Et le budget prévisionnel est déjà clair. C'est 11 millions pour le logement. Je ne vous demande pas de tout nous dire. Alors après, oui, mais après, juste de le publier et que ce soit accessible. On peut aller plus loin et je peux tout à fait demander à ce qu'on avance davantage. On est évidemment à l'écoute de ces démarches de transparence. Merci. Alors, peut-être question à toutes les deux concernant les élections communales. Clémentine Barzin, vous serez donc numéro 4 sur la liste MR VLD. Exactement. Une femme VLD qui passe devant une femme MR normale. Else Amp a produit un grand travail, elle est dans l'équipe depuis longtemps et ici voilà, on affiche une équipe extrêmement soudée, très dynamique. Très bien, vous avez répondu. On est très contente. Vous, Isabelle Emery, vous allez pousser la liste du PS à Anderlecht et Fadila Lanan, pourquoi elle n'est pas sur votre liste? C'est son choix. C'est son choix ou une mauvaise proposition de place? C'est d'abord son choix et je lui laisse... en tout cas l'occasion de dire si c'est une mauvaise proposition ou pas. Pour nous, c'était une bonne proposition. Elle a déjà dit que c'était une mauvaise proposition. Alors, la proposition, quelle était-elle? C'était de demander donc aux députés, ministres, donc nous sommes au PS... Fadila est ministre, je suis députée, et la proposition était de nous faire pousser toutes les deux la liste pour donner un message très clair à l'électeur, qui était celui de non-cumul des fonctions, donc bourgmestre, échevin et en tout cas, vous pousserez la liste. Oui, on verra bien pour le reste. Voilà. Mon message à l'électeur est très clair. Très bien. Alors, vivre dans le centre, et certains le savent, cela fait du bruit, parce que les habitants se plaignent des nuisances sonores, et les commerçants s'inquiètent. Parfois, ce fut
fut l'objet d'un débat dans M vendredi soir, et BX1 diffusera un documentaire du comité des riverains qui illustre cela à merveille, et je voudrais vous en présenter un petit extrait. C'est extrait d'un dialogue entre deux jeunes fêtards un peu éméchés et une riveraine. Écoutez. Vous savez qu'il y a des habitants d'étages, des immeubles où, on sait qu'on habite une ville de fourmis. Non, mais oui. enfin, Oui. on remarque. On essaie de remarquer quoi. Et la plupart des gens qui habitent au-dessus des bars font la fête énormément. Ah bon? Oui. Bah oui, il faut bien. Pour pas être dérangé par le bruit, il faut en faire nous-mêmes. Ah oui. Et que ça a du sens aussi. En fait, on a du sens en tant qu'être humain. Enfin, je veux dire, c'est pas mal comme. Oui, donc la solution, c'est que les habitants fassent la fête aussi pour ne pas être dérangés. Disons, à partir du moment où on accepte le bruit des autres, alors on peut en faire aussi et qu'ils l'acceptent. Et du coup, c'est un échange de bruit procédé. Un échange de bruit. C'est un petit peu. Échange de bruit. C'est sûrement aussi un peu de l'hypocrisie dans le sens où, forcément qu'on se pose pas assez la question de savoir si on dérange l'autre en fait. Enfin, voilà, quand je vais en soirée, je me demande pas si je vais ici, etc. si ça dérange les mecs qui habitent ici quoi. C'est pas en pleine conscience qu'on le fait, mais on le fait quoi. C'est plus un quotidien qui s'installe au final, je dirais. Si la question se pose, moi je n'habiterai pas sur cette place personnellement. Bon, alors le centre, vous connaissez, hein, Hugo Polliard, vous y habitez, ça fait du bruit le centre. Chez moi, ça va. Mais c'est un débat où on peut vite passer pour un vieux con. Donc je voudrais quand même rappeler que j'ai aussi été ivre-mort dans les rues de Bruxelles. J'ai aussi hurlé sous les fenêtres. Et donc, vous n'en êtes pas fier. Et j'en suis très fier. Et donc je ne vais pas dire aujourd'hui que tout d'un coup, les jeunes à Bruxelles doivent arrêter de faire la fête. Par contre, ce qu'on constate depuis 20 ans, et on parle de propreté, on parle plus de sécurité qu'avant, on parle de harcèlement de rue. Il y a plein de problèmes dont on parle à Bruxelles et dont on ne parlait pas avant. Et la raison est très simple, c'est parce qu'en fait, de plus en plus de gens veulent revivre en ville, et toutes sortes de gens, des familles aussi. Et donc, il y a plus d'intérêt aujourd'hui pour ces problématiques-là. Maintenant, j'aurais tendance à dire à ceux qui habitent à Saint-Géry, bon, moi je connais Saint-Géry depuis 20 ans, je n'aime pas trop le bruit le soir parce que j'aime bien avoir aussi du silence. Je ne vais pas aller habiter là. Il faut aussi être un peu... Donc je pense qu'il faut avoir des zones, mais on a vu qu'à Flagey, il y a un débat aussi. Je pense qu'à un moment donné, il y a des zones où il va falloir faire des choix et dire ici, on est dans un endroit plus festif. Mais par contre, il va falloir garder des endroits où les gens peuvent vivre. Parce que c'est le défi de Bruxelles, c'est de ramener des gens qui vivent en ville. En fait, dans ce quartier, Clémentine Barzin, c'est ce qu'on voit dans le documentaire, il y a un grand bâtiment où il y a toutes des vieilles personnes qui habitent. Est-ce que c'est vraiment le meilleur endroit pour s'y trouver? Est-ce qu'il n'y a pas des adaptations à faire? Donc, pour rebondir sur ce que Hugo Polliard vient de dire, moi j'habite là et j'aime y habiter. Donc, j'habite à Saint-Géry. Et cela pose la question de cet équilibre entre ces besoins de résidents, effectivement des personnes âgées, il y a un bâtiment du CPS, et des exigences réelles, peut-être nouvelles et légitimes. Et puis ce pôle d'attractivité, d'animation qui est aussi le centre-ville depuis toujours. Donc cet équilibre, il mérite notre attention tout le temps. Il y a eu beaucoup de concertations avec les riverains. Il y a évidemment un refus d'octroi d'autorisation pour des activités qui diffusent un bruit intempestif. On va faire appliquer évidemment l'ordonnance sur les nuisances sonores pour les établissements. Mais interdire l'alcool, par exemple, comme à Excel autour de Flagey, c'est tout ça à peut fait. être une idée? Mais bien sûr, cela a été fait également à la ville de Bruxelles pour les commerces. Les night shops. Oui, c'est ça. Donc il y a des mesures qui sont prises, mais toujours évidemment en concertation et en écoute des habitants. Mais moi, je salue vraiment cette démarche qui a été réalisée parce qu'on voit qu'un dialogue s'opère entre les personnes qui viennent dans l'exemple que je vous ai montré. profiter du centre et puis les personnes qui y habitent. Et donc, il y a effectivement une prise de conscience. C'est un peu étonnant quand on dit, moi, j'aimerais pas y habiter alors que j'aime y sortir. Moi, j'aime faire les deux. Et vous, Isabelle Emery, vous, c'est Anderlecht, donc, mais il y a aussi du bruit parfois dans certains quartiers. Il y a du bruit, mais c'est vrai que l'activité événementielle, elle est surtout située en centre-ville, évidemment. Mais bon, le point de vue que je peux défendre, c'est de dire qu'on est quand même très content en tant que Bruxellois d'avoir une ville qui bouge, qui vit, de ne pas avoir une ville finalement dortoir. Et donc maintenant, la diversité des fonctions
de temps en temps pose des problèmes comme on le voit dans le reportage, mais c'est salutaire à mon sens d'avoir un dialogue qui se noue entre riverains, commerçants et autorités publiques, parce que en se parlant, on peut mieux comprendre et appréhender les problèmes des autres, et c'est ce qui se fait par la mise en route de ce groupe de travail, je crois à l'initiative du bourgmestre qui... Voilà. Donc, comme on est en pleine campagne électorale, c'est le moment d'en parler. Si vous devez vous plaindre, n'hésitez pas. Et là, il y a le cas de Bruxelles, mais on peut parler d'autres communes. Hugo Polliard. Cela dit, un peu plus loin que ça, Géry, j'ai oublié le nom de la rue, mais il y a quelques bars près de Sainte-Catherine qui ont déjà des politiques eux-mêmes de dire, voilà, après 23h, après minuit, comme les gens fument généralement dehors, ça ramène le bruit dehors, éviter de sortir, on ne peut plus sortir avec son verre, ce genre de petites choses qui ne gâchent pas non plus la fête et qui permettent alors de mettre tout le monde d'accord. Mais une des grosses problématiques aussi, en participant à ces débats-là, c'est les night shops, où il y a des gens qui viennent acheter de l'alcool et qui parfois feraient mieux de ne plus en acheter, et qui utilisent la rue comme terrasse. Et donc, ça crée des problèmes et des nuisances en pleine nuit. Je vous propose de passer à notre dernier sujet dont on a déjà un petit peu parlé au début de l'émission, c'est ces statuts précaires, Uber, Deliveroo, et vous vouliez en parler, Isabelle Embry, je vous ai méchamment coupé, et maintenant je vous donne l'occasion de continuer la conversation là-dessus. Qu'est-ce qui finalement vous gêne le plus dans ces entreprises qui parlent d'économie collaborative, d'aspects modernes, de nouveaux types de salariat? Donc je vous l'ai dit, avoir son application Uber ou Deliveroo sur son smartphone, c'est très sexy et ça peut rendre des services de manière optimale. Mais derrière ça, ce qui se cache, c'est tout le délitement de la relation, de la qualité du travail. Et donc, on finit par avoir un plan d'affaires qui est finalement un travail à la tâche. Et ça me fait vraiment penser au 19e siècle, quand on n'avait pas construit cette société de progrès avec les droits des travailleurs. Et je l'ai dit aussi, cette économie collaborative, moi, je ne la mettrais pas sous l'appellation d'Uber ou de Deliveroo, parce que c'est clair que ce n'est pas un consommateur vis-à-vis d'un service et qu'il y a aussi une plateforme, par ailleurs, une multinationale. Alors, est-ce qu'on peut parler d'économie collaborative quand il s'agit de plateformes qui sont des multinationales, qui ne payent pas d'ailleurs leurs impôts en Belgique et qui délient toute cette relation de travail. Alors, d'ailleurs, des tribunaux ont été saisis en Europe et aux États-Unis à l'initiative de groupements de coursiers Deliveroo. Et ce qui est dit, c'est que je vais le lire, dans le cas de Deliveroo, aux yeux de la loi, la subordination des prestataires aux applications numériques de telles plateformes s'apparente à un contrat de travail et subordonne donc la nature contractuelle au statut d'employé. Donc ici, on a des indépendants, mais des employés. Ici, on a des tribunaux qui finalement vont dans le sens que, en tout cas, comme élu socialiste, je souhaiterais donc que ça aille. Alors, Clémentine Barzin, le Premier ministre Charles Michel, il dit toujours « job, job, job ». Est-ce qu'il faut tout type de job? Est-ce qu'on peut accepter tout type de job? Je pense que c'est une économie nouvelle qui va donc être accompagnée petit à petit. Il y a des décisions de justice qui finalement commencent à cadrer. Il y a le ministre De Croo, notamment fédéral, a créé la taxe sur les rémunérations de l'économie collaborative avec une possibilité jusqu'à 5 000 €, etc. Donc fiscalement, socialement, cette économie va trouver son cadre, mais on doit donner du souffle. L'Internet est là, les applications sont là, il y a une jeunesse qui n'a vécu qu'avec ça. Et donc aujourd'hui, on doit encadrer sans doute, protéger, mais on doit vivre avec cela, bien entendu, quoi. Donc effectivement, ce sont de nouveaux jobs, mais ça permet aussi aux personnes de créer, d'innover et d'être des moteurs de demain. Vous avez l'impression qu'Isabelle Embry restreint les jobs, qu'elle ne veut pas que les gens travaillent? Si je vous suis jusqu'au bout.
dans votre discussion? Moi, je pense que voilà, un encadrement va sans doute venir avec le temps et avec des décisions. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Mais en attendant, est-ce qu'on laisse la jungle ou bien est-ce qu'on intervient? Voilà, les choses se font, on apprend en marchant, je pense. Mais ici, on est en train de créer des fonctions, de créer des services. Je pense que voilà, vous avez sans doute utilisé soit Deliveroo, soit Uber. On est tous clients ici parce qu'effectivement, il y a un service nouveau, utile, avec des prestataires qui trouvent aussi leur intérêt. Isabelle Imri. Moi, je crois vous êtes cliente d'Uber et Deliveroo ou bien vous êtes plutôt... J'ai testé Uber pour pouvoir être sur le terrain et savoir exactement comment ça fonctionnait. Je ne le ferai plus, je vous le dis. Ça, c'est un niet total. Je n'utiliserai plus jamais ce type de coursier. Moi, je suis vraiment d'avis que cette innovation technologique ne rime pas avec modernité. Le service, c'est très agréable d'avoir des plats qui nous sont apportés à la maison. C'est très agréable d'avoir une plateforme de taxi qui puisse nous prendre où on souhaite. Mais pas à n'importe quel prix. Mais pas à n'importe quel prix. Je pense que le travailleur qui effectue, c'est un métier, c'est une profession, doit pouvoir être protégé. Donc il faut payer plus cher ce service. Plateforme... C'est ça que vous voulez dire? Ah, je pense que... Ou alors, la multinationale doit peut-être réduire ses bénéfices. Ce qui est très différent. Sortir un peu d'un débat binaire où il y aurait vraiment des victimes et puis de méchantes sociétés. Le concurrent Deliveroo, Menu Next Door, a mis la clé sous le paillasson il y a un mois. Et c'était des Bruxellois. Voilà, donc c'est effectivement un nouveau marché avec ses règles. Et moi, je préfère encourager les gens qui innovent. Oui, allez-y, Isabelle. On ne peut pas fonder un plan d'affaires sur un manque de droits pour les travailleurs. Et c'est ce qu'avait fait Menu Next Door, probablement que ce sont des modèles qui ne fonctionnent pas en l'état. Alors, un petit mot rapide avant de passer au coup de cœur, Hugo Polliard, puis oui, moi j'ai entendu dire que travailler à la tâche, c'était un truc du 19e siècle. Moi, je suis indépendant pour l'instant et je travaille à la tâche. J'ai pas l'impression de vivre dans le 19e siècle. Vous êtes au 21e, je vous confirme. Voilà. Yves Kenguet. Oui, en tant qu'indépendant, je travaille aussi à la tâche, mais c'est moi qui décide des tarifs que je pratique, ce qui n'est pas du tout le cas des travailleurs de Deliveroo, par exemple. Et il faut quand même voir, je trouve ça incroyable qu'on attende que l'État légifère pour faire savoir à ceux qui entreprennent, et c'est très bien d'entreprendre, mais qu'ils considèrent les travailleurs comme quantité négligeable par défaut, je trouve ça quand même un peu énorme. Mathieu Ledevez. Juste une chose, je voudrais comparer, c'est comparable. Ces personnes travaillent à la tâche, je suis d'accord, mais ils ont un certain degré d'expertise, je pense. Livrer des pizzas, livrer des personnes, ça demande quasi zéro qualification. Donc, ce qui à Bruxelles est plutôt bien, parce qu'on a pas mal de Bruxellois qui n'ont pas de qualification. Donc il faut comparer, c'est comparable. Merci, on va arrêter là-dessus, on va passer à nos coups de cœur. On commence par le coup de cœur de Mathieu. Ne buvez pas tout de suite. Hein. Vous voulez nous parler du festival fantastique, justement. Le BIF qui démarre le 3 avril prochain et qui dure quasiment pendant toutes les vacances de Pâques. Donc c'est l'occasion d'aller se promener et d'aller voir des bons films qui font bien peur. Vous parliez tout à l'heure du réalisateur Del Toro, qui vient en masterclass. Bon, malheureusement, c'est déjà complet, mais c'est quand même la preuve que ce festival, c'est pas n'importe quoi, parce que c'est un vieux, c'est un festival qui dure depuis longtemps, qui a du mal à démarrer, et qui maintenant a quand même pris vraiment ses marques dans Bruxelles. Donc allez-y, il y a des trucs qui font très peur, des trucs série Z très rigolotes, et il y a aussi une programmation pour les enfants et pour les ados, et c'est assez sympa. Et en plus, un rendez-vous tous les jours sur BX1, juste après le journal de 18h, sur le BIF, avec Pierre Baudot. Vanessa Lhuillier, vous vouliez nous parler, que je retrouve, d'une pièce de théâtre. Oui, tout à fait. Alors voilà, si vous voulez changer de la salle obscure, on peut aussi aller dans une autre salle obscure, mais avec des vrais gens en face de vous. Enfin, quoi qu'au BIF, des fois, le spectacle est aussi dans la salle, pour revenir sur ce que Mathieu disait, mais là, c'est donc King Kong Theory qui se joue au Little TTO, donc c'est la petite salle du théâtre de la Toison d'Or à Ixelles, jusqu'au 12 mai prochain, et c'est tiré du roman de Virginie Desplantes. C'est un texte super, très direct, très trash à son image, et vraiment c'est une belle mise en scène également avec 3 belles actrices. À ne pas manquer. Yves Kenguet, vous voulez parler d'un festival. Oui, c'est le festival Résonance. Donc, c'est une initiative d'un petit groupe d'étudiantes en art qui se sont mis
qui se sont lancé le défi de créer un festival de création artistique à Molenbeek, en collaboration avec une association de la commune. Et c'est la 3e édition. Je trouve que sans aucun soutien, sans aucun subside, elles arrivent à faire des choses qui sont vraiment formidables et à fédérer toute une population multiculturelle autour de ce projet qu'elles ont vraiment fait naître de leurs quelques mains. Et je trouve ça tout à fait admirable. C'est avec La Vallée que font ça. Alors Hugo Polliard, vous vouliez nous parler d'une exposition à la patinoire royale. Oui, vous savez que mon coup de cœur en général, c'est la Colombie. Et justement, près de chez moi, il y a une artiste colombienne, Olga de Amaral, qui fait une exposition. C'est assez exceptionnel parce que c'est quelqu'un qui est présent dans tous les plus grands musées du monde. Et donc, à la patinoire, depuis jeudi, il y a une exposition des 15 dernières années de son œuvre. Et ça vaut vraiment la peine d'y aller sur place, pour la lumière. Oui, et moi, mon coup de cœur, c'est un livre, celui de Diane Ducret, née à Anderlecht. La meilleure façon de marcher est celle du Flamand Rose, chez Flammarion. Cela pourrait s'appeler Les malheurs de Diane, en fait. Elle était handicapée suite à une chute, elle était élevée par ses grands-parents parce que les parents avaient disparu, elle était larguée par téléphone, etc., etc. Il n'y a que des malheurs dans son livre, mais c'est raconté avec tant de sincérité que d'humour que l'on ne peut qu'adorer ce livre. C'était une véritable ode à la résilience, et ça s'appelle La meilleure façon de marcher est celle du Flamand Rose, parce que comme elle était handicapée d'une jambe, on disait qu'elle marchait comme un Flamand Rose, et elle dit que ça peut être très élégant, un Flamand Rose, la preuve. Donc c'est mon conseil. Et peut-être vous demander rapidement à toutes les deux s'il y a quelque chose à faire pendant les vacances de Pâques à Anderlecht, c'est le moment de le dire. Isabelle Emery, un bon petit conseil. Alors, les vacances scolaires pour le centre culturel dont je suis présidente, c'est l'occasion de passer des films pour enfants et aussi pour les familles. Et donc, ce sont les ciné-vacances qui se passent à la salle Molière, rue d'Aumale. Donc du cinéma fantastique aussi, on fait peur aux enfants? Je n'ai plus les titres des films qui seront passés pour enfants, en tout cas. Oui, voilà. bon, pour famille, hein, pour donc famille. Voilà. Et vous, Clémentine Barzin, un petit conseil sur ce qui se passe à la ville de Bruxelles? Mais à vrai dire, moi, je vais rebondir sur cette élégante métaphore du Flamand Rose et souligner la prestation des sœurs Sana aux Jeux paralympiques de Pyeongchang. Eleonore Sana est déficiente visuelle et elle a remporté la médaille de bronze. En fait, elle est guidée par sa sœur verbalement, qui lui dit comment s'orienter. Elle a remporté la médaille de bronze pour la Belgique et je trouve que c'est un exploit extraordinaire, sportif et personnel. Merci à toutes, merci à tous, invités, chroniqueurs, bon week-end, bon break de Pâques, profitez-en bien. On se retrouve le 20 avril pour la prochaine émission des experts.